Je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'ai ce truc avec cette femme-là, en fait. Tu vois, j'aimais pas qu'on touche à mes cheveux. C'était la seule quand elle venait, elle pouvait me coiffer. Quand elle repartait, j'étais malheureuse. On m'avait pas dit. Tu vois, je savais pas. Et quand on m'apprend que c'est ma mère, dans ma tête, je me dis, mais je comprends. Et je me suis assise. Et je sais pas pourquoi j'ai tout qui est remonté. Mais je te dis, Abby, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré ma mère, j'ai pleuré certaines choses, j'ai pleuré des amis, en fait, que je perdais. Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure tu regardes. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, nous recevons Natou. On dit précisément la présidente du dérangement. Aka, la présidente du dérangement. Coucou Natou, ça va? Coucou Abby, ça va super et toi? Ça va, je suis vraiment contente de te recevoir. Je Merci. tenais vraiment à te faire venir parce que je pars du principe que derrière chaque femme forte, il y a une grande histoire. Et qu'aujourd'hui, j'espère que tu vas la partager avec nous. Mais juste avant, si tu pouvais juste te présenter. Alors, je suis Natacha, j'ai 35 ans, je suis maman d'une petite fille de 8 ans. J'aime commencer par là parce que c'est tout pour moi. Dans la vraie vie, je suis consultante dans le domaine de la finance depuis un peu plus de 10 ans. Et à côté, je suis stand-upeuse. Voilà, j'ai plusieurs codes dans mon artifice. Et puis voilà, un peu motivatrice aussi de temps en temps, déconneuse, travailleuse. Voilà. C'est pas pour rien qu'on t'appelle la présidente du dérangement. Exactement, j'aime bien déranger. On va commencer doucement. Tu sais, nous, Natou, en fait, on aime bien ici commencer par l'enfance. D'accord. On aime bien... on aime bien, en fait, savoir un Où petit peu... suis-je? Parce que, tu sais, on part du principe... Enfin, moi, en tout cas, je pars du principe que l'enfant... Enfin, l'adulte que tu es a forcément un rapport avec l'enfant que tu étais. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de savoir qui vous étiez. Tu m'as tenu un traquenard à billets. Non, désolée. Les émotions. Non, c'est pas le but. Mais si tu pouvais juste commencer, en fait, tu vois, quel genre de petite fille tu étais, comment tu voyais la vie, ton entourage, vraiment... Alors, moi, pour être transparente avec toi, je pense que ma fille aujourd'hui me représente réellement. J'étais une petite fille très heureuse, très joyeuse. Je pense que j'étais aussi très, très turbulente. J'ai beaucoup bagarré. je vais être honnête et tout. Je me battais pas mal parce que j'avais beaucoup de petites choses que je gardais un peu dans mon cœur et tout. Mais sinon, de base, lorsqu'on me parlait avec douceur, avec respect, j'étais totalement malléable. Mais j'ai toujours un peu eu du mal avec l'autoritarisme et qu'on me prenne un peu de manière un peu plus violente. Mais j'étais une petite fille plutôt très, très joyeuse, très protectrice aussi avec mes grandes sœurs surtout. Avec toutes les personnes de mon entourage. En fait, si tu étais mon amie, tu savais que tu étais en sécurité. Voilà, j'ai toujours été cette petite fille-là, en fait. Tu crois que c'est dû à quoi, ça? Je ne sais pas exactement à quoi ça peut être dû. Ça doit être peut-être aussi ma personnalité. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais ce côté-là où c'est pas parce que tu étais automatiquement plus âgé que moi que tu devais me parler, tu devais mal me parler. Et c'est vrai que nous, parfois, qui avons grandi en Afrique, les gens ont tendance un peu parfois à abuser. Et moi, dès petite et tout, j'avais beaucoup de mal, en fait, avec... la manière de s'adresser à moi. Voilà. C'est fou que tu avais déjà ce discernement. Parce que tu sais que, même moi, en tant que petite fille, c'est quelque chose qu'on nous a tellement intégré qu'il faut respecter l'adulte, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, même s'il te manque de respect. Mais toi, déjà, à cet âge-là, quand tu étais petite fille, tu arrivais à faire ce discernement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi avec comment dire, j'ai mes deux parents qui étaient dans l'armée. Mon père est un ancien colonel retraité. Ma mère était dans l'armée aussi. Et j'ai grandi, en fait, avec sa sœur, ma tante. Parce que ma mère, du coup, était dans l'armée. Donc, c'est sa sœur qui m'a élevée. Et j'ai eu la chance de grandir dans un foyer, en fait, où, je vais dire ça comment? Où très jeune, ma tante, ma mère, du coup, m'a appris à distinguer en gros l'autoritarisme et l'autorité. Elle nous disait beaucoup en fait qu'en tant qu'enfant, on avait quand même aussi nos droits, que les adultes devaient s'adresser à nous avec beaucoup de respect et qu'on leur devait le respect aussi. Donc je pense qu'il y a aussi cette éducation-là, d'avoir aussi grandi dans une famille où on avait la culture, mais on avait aussi l'éducation quand même, qui était quand même assez valorisée sur ces points-là, en fait, sur le respect. Elle parlait beaucoup de respect. Même entre nous, tu vois, elle nous disait, il y a une façon de s'adresser à tes aînés, il y a une façon de s'adresser aux gens de manière générale, et peu importe leur statut social, en fait. Donc, ce qui fait que moi, j'ai grandi avec ça. Donc, c'est parce que tu étais un adulte que tu devais mal me parler. Je ne te répondais pas parce qu'on a grandi en Afrique, mais par contre, à mon caractère, tu voyais que ce n'était même pas la peine de récidiver, c'était non. Et tu as dit que tu étais une bagarreuse. Oui. Pourquoi? Alors, déjà, premièrement, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai perdu quelqu'un très, très jeune dans mon entourage, en fait. Quelqu'un qui a été très, très...
qui comptait beaucoup pour moi. Et je pense que depuis toute petite, je pense que moi, je viens d'une ethnie aussi où les femmes sont, on va dire, sont plutôt fortes, en fait. Et il faut savoir qu'autour de moi, j'ai toujours vu mes tantes très, très solides, en fait. Ça veut dire que je ne me souviens pas d'avoir vu une de mes mères, parce que je dis mes mères parce que du coup, c'est mes tantes et tout quand j'ai perdu la mienne. Et je me souviens pas d'avoir vu une de mes mères pleurer, pour être honnête. Donc, je pense que quand j'ai justement perdu cette personne-là qui était ma mère biologique, bah, je pense que j'ai pas réellement confronté mes émotions tout de suite, en fait. Je me suis dit, bon, elle est partie. Et en fait, j'avais une espèce de colère en moi qui fait que je dois avoir 9 ans, 10 ans. Ouais, 10 ans. Non, plutôt 10, 11 ans. Et du coup, tu n'avais pas pris conscience sur l'instant? Si, j'ai pris conscience, j'ai pris conscience et tout, parce qu'il faut savoir que moi, quand ma mère a été malade, c'est moi qui me suis occupée d'elle. Hein. Ça veut dire que, voilà, 9 ans, au bled, c'est rapide. Hein. À 9 ans, j'allais faire le marché, je revenais, je faisais à manger, je lui donnais la douche, je nettoyais. Oui. Quelle responsabilité quand 10, 11 ans déjà, j'étais dans ça et tout, parce que mes tantes, la plupart, elles étaient en Europe et tout. Et ma mère a été quand même longuement malade, en fait. Et donc, quand je quittais l'internat, je rentrais. Donc, quand les autres enfants étaient en train de passer leurs vacances, moi, je m'occupais de ma mère malade, en fait. Et ça a duré. Je pense qu'elle a tenu, parce qu'elle n'a pas voulu... elle a tenu, mais effectivement, quand on l'a ramenée à l'hôpital, elle est partie assez rapidement. Et je l'ai ressenti aussi. Au début, je pense que je l'ai vécu plutôt comme un abandon. J'étais en mode... parce qu'en partant, elle m'avait dit, je ne te laisserai pas, je reviendrai. Donc, moi, j'attendais qu'elle revienne. Donc, quand on m'a dit qu'elle est décédée, au début, je pense que j'ai plus vécu ça un peu comme un abandon, en mode, tu m'as fait une promesse que tu n'as pas respectée. Donc, il y avait déjà cette colère-là de me dire, tu m'as dit que tu reviens, tu n'es pas revenu. Et puis, j'ai compris qu'en fait, là, la seule personne pour qui moi, mon cœur battait, elle n'était plus là. Donc, en gros, je pense qu'il y a un truc dans ma tête qui m'a dit, en fait, là, maintenant... T'es toute seule. T'es toute seule. Donc, en fait, que font les personnes qui sont toutes seules, qui ne veulent pas s'effondrer? En fait, elles deviennent fortes. Et à partir de là, je me suis mise en mode, je crois... je sais pas si je vais dire survie, mais voilà, j'étais vraiment la nana cool. Mais si tu venais pour me faire chier... Ah ouais, alors non, que tu étais encore une enfant, Natou. Oui, j'étais une enfant. Mais tu sais, au bled, ça va vite quand même. Hein. Oui, en fait, au bled, le truc, c'est qu'on pense penser comme des adultes, mais on reste des enfants. Non, c'est clair. Et comment, en fait, toi, est-ce que tu as vécu, en tant qu'enfant de 9 ans, 10 ans, cette responsabilité-là? Est-ce que tu sentais que c'était une responsabilité ou tu le faisais parce que c'était ta maman et c'est tout? Alors, je pense que moi, je sais pas si le terme responsabilité est... En fait, pour moi, c'était ma mère, en fait. J'ai même pas réfléchi à... Je sais juste que, voilà, la chance que j'ai eue, c'est, comme je disais, avoir été aussi à un moment donné avec une... Parce que moi, on est beaucoup dans ma famille. C'est mes tantes. Je dis toujours que j'ai en moi l'éducation de chacune d'elles. Tu vois, parce que ma mère, comme elle était une personne qui était souvent à l'armée, elle bougeait beaucoup. C'était une femme, elle aimait bien sa vie, en fait. Et du coup, moi, c'est mes tantes, en fait, qui m'ont vraiment élevée. Et j'en suis passée un peu par chacune d'entre elles, et chacune d'elles a déposé en moi une graine. Donc, j'en ai une qui était vraiment, elle, dans la responsabilité. C'est-à-dire que quand j'étais chez elle, c'est la nana, que tu es 9-10 ans, elle va te dire, une femme, elle se lève tôt, elle fait le ménage, elle range, elle nettoie. Donc, tu vois, si j'ai cette éducation-là, il y en a une autre, elle, c'est le côté très, très pieux. C'est même celle qui m'a éduquée. Donc, ça veut dire que c'était vraiment, je vais dire ça comment, un peu... le respect des valeurs chrétiennes, une femme, elle se protège, une femme... Il y en a une autre, elle, c'est le côté très strict école. Ça veut dire que... Voilà. Et c'est les personnalités que tu retrouves aujourd'hui en moi. Et donc, je pense c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est vraiment... moi, je dis toujours que je suis un produit... Le combo. Moi, je suis un produit de mes tantes. Mais vraiment, hein, ça veut dire que chacune d'elles, en moi, a quelque chose. Et c'est réel. Je l'ai toujours dit, j'en suis d'ailleurs fière et tout. Et donc, je pense que cette responsabilité-là, en fait, dans ma tête, c'était limite... tu vois, comme un enfant, en gros, qui sait que je suis avec une personne adulte qui ne peut pas, entre parenthèses, prendre soin d'elle. Donc, du coup, moi, je m'étais créé un programme dans ma tête qui fait que le matin, quand je me levais, là, je m'assurais que ma mère, elle est réveillée. Je lui donnais son bain, machin et tout. Après, on était dans une cour familiale. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as les oncles à côté qui guettent. Et je lui demandais ce qu'elle voulait manger. J'allais au marché. Quand je revenais, je faisais à manger. Je restais avec elle. En fait, pour moi, c'était limite... tu vois, après, quand mes heures de jeu arrivaient, j'allais jouer, hein, comme une petite fille normale et tout. Mais j'allais rentrer pour m'assurer que voilà, elle n'est pas trop fatiguée. En fait, tu n'as senti aucun poids de responsabilité. Franchement, sans te mentir, je n'ai pas senti... je ne l'ai vraiment pas senti comme un poids, quoi. D'accord. Du tout. Non. Et l'adolescence, c'était un petit peu comment?
Alors, l'adolescence, il faut savoir que moi, j'ai grandi, j'ai fait de l'internat. Je dis toujours mamie chez les sœurs congolaises. Parce Ah que bon? souvent, les gens se posent des questions. Ouais, Nathan, on me dit toujours, ah, t'as un truc avec les Congolais. Je dis, mais en fait, j'ai grandi avec les sœurs congolaises. Il faut savoir que moi, je suis entrée à l'internat, j'avais 10 ans. Ok. Donc, 10 ou 11 ans, je passais en sixième. Donc, c'est de là, en fait, que je suis allée en vacances, que j'ai perdu ma mère pendant les grandes vacances et tout. Donc, quand j'ai perdu ma mère, en fait, je suis retournée à l'internat. Ça veut dire que ma vie a continué, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais pas le temps de... non, je suis Oui, en fait, retournée à tu n'avais pas le temps l'internat. même de t'attarder sur tes émotions. Non, je suis retournée à l'internat et l'internat, c'est juste toujours, en fait, c'est un peu comme une prison, dans le sens où il y a beaucoup de monde, il y a des gens et, comme je dis toujours, c'était pas un internat que de filles, c'était filles et garçons. Donc ça veut dire que quand tu arrives en tant qu'enfant, tu as deux solutions. Moi, je dis toujours, soit tu t'imposes, soit on t'écrase. Moi, j'ai choisi de m'imposer. Donc, ça fait que j'avais une personnalité à l'internat. J'étais gentille, cool, mais il fallait pas m'embêter. Donc, très vite, en fait, tu te retrouves, tu es en sixième, mais tu partages ton internat avec des gens qui sont en cinquième, tu as des grands de terminale. Donc, tu commences à subir certaines choses. Oui. Donc, quand je te dis que je bagarrais, ça veut dire, en fait, que j'avais créé une personnalité qui faisait que même le mec qui était en terminale, il savait que la petite de sixième, faut pas la faire chier, sinon elle va pas laisser, elle va pas se laisser faire, en fait. Donc, j'ai eu des situations où j'ai dû me défendre, où j'ai dû me battre avec des plus grands. En fait, j'ai dû créer un peu ma réputation pour qu'on ne me fasse pas chier. Juste pour, en fait, pour qu'on t'approche pas. Ah, pourquoi on m'approche pas, en fait? Et je pense que si aujourd'hui, il y a des gens qui regardent, qui ont fait l'internat avec moi, qui ont été... Ben, ils vont te le dire, en fait. Ça veut dire que moi, j'étais vraiment quelqu'un... il fallait pas me faire chier, quoi. Il fallait vraiment pas m'embêter parce que je pense que j'avais déjà beaucoup de douleurs dans mon cœur, j'avais beaucoup de choses. Et il suffisait juste de faire ça, mais... Mais en fait, je pense que tu as peut-être fait juste, comment ça s'appelle, comme une genre de protection aussi. Moi, c'est avec le temps, parce que j'ai quand même pris des séances en grandissant et tout. C'est avec le temps que j'ai compris que oui, effectivement, j'avais créé une barrière de protection pour ne pas, effectivement, comme je dis, sombrer, quoi. Mais voilà. C'était dans la survie, quand même. Ah, je pense que j'étais dans la survie, ouais. Je pense que je devais être dans la... Ça devait être ça, en effet. Et l'internat, ça se passe bien en dehors de ça, en dehors l'internat, ça se passe bien, il y a des hauts et des bas. Okay. C'est très strict, c'est les sœurs. Oui. C'est les sœurs, donc c'est des réveils très tôt, c'est faire son lit, c'est beaucoup d'automatisme. Ça veut dire qu'on ne te laisse même pas le choix de... Beaucoup de discipline. Ouais, chez les sœurs, elles sont... Mais ça se voit que tu as de la discipline. Donc, quelque part, je pense que ça t'a apporté. Oui, ça m'a apporté, mais oui et non, parce que en fait, ça peut limite même un peu te créer, te rendre un peu... je vais dire ça comment? Un peu trop... tu vois, tu veux pas sortir des... Un peu trop cadré, limite, un peu. Moi, j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi pour aujourd'hui me mettre en stand-up et comment parler même un peu de surf, tu vois. Oui. C'est des trucs... vraiment, j'ai été éduquée. Les sœurs, c'était limite... j'avais un carnet intime, il fallait voir les trucs que j'écrivais à l'intérieur. C'était lunaire. J'ai relu ça il y a quelques années. Je me suis tapé des barres. J'ai dit, ah là là. Je te jure, Abby. Donc oui, non, c'est une très bonne éducation et tout, mais je pense qu'il y avait ce côté très... je sais pas comment très strict, finalement. Très strict. Donc oui, ça se passe bien, mais comme je te dis, c'est un internat où on est plusieurs femmes. Chacune de nous a son caractère, chacun de nous a son vécu. Il y a des garçons aussi. Donc pour moi, je dis toujours l'internat, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais mettre ma fille à l'internat? Non, parce que pour moi, c'est vraiment soit tu es hyper éveillée, tu es vive et tu sors de là sans séquelles, soit tu te fais manger. Soit tu te fais manger ou alors tu sors de là complètement déphasé. Mais bon, de manière générale, moi en tout cas, j'ai plutôt de bons souvenirs parce que j'ai fait des belles rencontres. J'ai des sœurs de cœur jusqu'aujourd'hui encore, on est encore en contact et tout. Donc je pense que moi personnellement, pareil, ça ne m'a pas traumatisée. T'es restée combien de temps à l'internat concrètement? 6e à peu près jusqu'à ma 3e début seconde avant que je ne vienne en France en fait. D'accord. Ouais. Donc après tu quittes... Après je quitte le Cameroun, je m'installe en France. Oui. À quel âge, pardon? À quel âge? À peu près, je sais pas, à 15 ans. 15 ans. Ah oui, 15 ans. Et quand tu quittes le Cameroun, comment tu te sens? Là, quand je quitte le Cameroun, déjà ça se fait trop vite. Vraiment, je vois pas le truc arriver parce que moi je commençais déjà à kiffer ma life au bled et tout. Non, ça se fait rapidement, mais bon, j'arrive en France parce qu'on comprend que c'est aussi un pays qui nous promet certaines opportunités, notamment éducationnelles, évolutives. Donc, c'est présenté comme ça, en fait, tu vois. Et puis, dans ma tête et tout, bon, je laisse mes amis, je laisse mon pays, mais j'ai de la famille aussi ici. Hein. J'ai mes tantes qui sont installées ici depuis. Je viens avec une tante à moi qui, rappelons-le, vient me chercher, me crée un environnement. En fait, elle n'était pas obligée, tu vois. Ça, je dis souvent que en Afrique, il y a famille et famille. Nous, on fait partie d'une famille quand même qui est très, très soudée dans le sens où mes tantes se sont occupées de moi alors qu'elles auraient pu me laisser crever à la rue parce que ma mère est n'étant plus là. Donc, non, moi, je vois ça plutôt comme une opportunité de briller,
d'évoluer. Tu avais en fait. déjà cette mentalité. En fait, tu sais ce qui est Attends. ouf. Non, mais tu sais ce qui est ouf, en fait, je le dis souvent, c'est que quand j'étais à l'internat, j'avais un placard, vraiment, Abby, où j'avais une tante à moi ici qui m'envoyait des cartes postales. Et je m'étais créé ce que j'avais appelé un parcours de vie. Ça veut dire que j'avais mis une carte postale où j'avais dit, ça, c'est le premier endroit où, quand je serai en France, je vais habiter. Ça, c'est les diplômes que j'aurai, je te jure. La manifestation. Sur tout ce qui m'est cher. J'appelais ça, en fait, mon carton de vie. Et bien, tu sais quoi? Quand je suis arrivée en France, le premier appartement que j'ai eu, c'était boulevard Pereire, dans le 17e. J'étais à quelques pas des Champs-Élysées. Je me suis rendu compte que la rue que je montrais dans la carte, je te dis des dingues. C'est pour ça que moi, je rigole pas avec les trucs que tu dis de la bouche ou bien que tu penses dans ta tête, parce que moi, je suis convaincue que tu envoies un truc à l'univers. Ah oui, tu as manifesté clairement. Non, clairement. Et tout ce que j'ai pu dire, ça veut dire diplôme, machin, je vais habiter toute seule. Je ne savais même pas comment ça se passait, mais ça s'est passé exactement comme ça, en fait. Ouais. Donc, tu arrives en France, tu t'adaptes plutôt facilement. J'arrive en France, bon, je m'adapte. J'arrive dans un patelin, déjà, il faut se le dire, on n'est pas beaucoup de Renois. Donc, mais je dis toujours, en fait, que mon énergie m'a sauvée. Parce que j'entends des trucs parfois aujourd'hui, c'est les enfants qui se font, c'est quoi, harceler. Oui. Bullying. Moi, j'arrive avec mon accent bien prononcé. Je ne pas dire que tu dis que quoi. Tu dis. Mais je ne subis pas, en fait, certaines choses. Parce que même quand on tente de me les faire subir, mes réactions, calme. T'imposes le respect. Voilà, je suis en mode... dès que tu me dis, tu veux te moquer de moi, je dis... Pardon? Tu vois? Non, mais... Ah, d'accord, c'est mieux. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là où, pour moi, en fait, j'ai appris à me protéger en étant limite un peu... je vais dire ça comment? En étant limite un peu imposante. Bien sûr. Tu vois? Mais tant que tu ne me déranges pas, tu vois, je suis tranquille. Je suis tranquille. T'es chill. Mais dès que tu veux, effectivement, commencer à m'attaquer sur un truc, machin et tout, mes réactions te calment. Et du coup, j'ai eu un collège. Le lycée s'est super bien passé. Quand même toujours un peu solitaire. Je n'avais pas trop d'amis. Je trouvais... En fait, je pense que c'était aussi un côté... Le problème culturel. C'est quand je venais d'arriver et que je m'asseyais avec les filles de mon âge de justement 15-16 ans, c'est raconter des trucs et tout. Moi, je sortais de l'internat des sœurs, vous précisez. J'écoutais raconter des histoires. Dans ma tête, je me disais, mais excuse-moi, mais c'est des P, ça. Tu vois, c'est ça que je te dis, c'était vraiment le côté, l'éducation vraiment rigide, là. Parce que tu vois, je me rappelle une fois, j'ai une amie à moi, elle me sort un truc, ouais, mais Nadia, tu prends la pilule et tout. Et moi, j'étais là, la pilule, c'est quoi? Tu vois, moi, j'arrive du pays, frère. La pilule, c'est quoi? Elle m'a dit que non, c'est quand tu as un rapport avec un homme. J'ai dit que tu as un rapport avec un homme. À 16 ans. Tu vois, la bléda. Ami. La meuf, elle me regarde en mode, bah oui, t'as le droit d'avoir un copain et tout. J'ai dit que, mais... Ah oui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, la meuf... T'étais bien stricte. Est-ce que t'étais dans le jugement? Mais j'étais dans le jugement à fond. Hein. Ouais. Si je te dis de comprendre ce que je te mens, j'étais grave dans le jugement. Grave dans le jugement. Tu sais que mes copines, là, j'avais pas beaucoup d'amis à cause de ça. Parce que dès qu'elles commençaient et tout, je disais, les filles, je peux vous dire quelque chose, oui. Mais vous êtes un peu des modèles, non? Ah ouais, tes copines, purée. Non, en fait, elles étaient en mode, vas-y, elle, c'est une blédarde. Elle comprend rien, elle juge vite et tout. Tu viens me dire que tu prends la pilule, que t'as un copain et que, tu me dis même carrément, oui, je la ramène, il dort chez moi. À quelle heure? Tu vois, il y a un changement de culture qui est quand même assez vif. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce que quand tu quittes d'un pays à un autre avec une certaine éducation et tout, et que tu arrives et tout, je pense que même psychologiquement, on n'est pas assez préparé en fait à ce... Bah, bien sûr, à ce changement. À ce changement, on te parle d'assimilation, ton action, il faut que tu changes, tu dis des trucs qu'on ne te comprend pas, la culture est différente. Mais moi, j'ai mis au moins... j'ai mis 2-3 ans à t'adapter. À m'adapter en fait, complètement, à tolérer, à ouvrir mon esprit aussi. Ah oui. Mais tu n'avais plus le choix, parce qu'après, maintenant, en fait, je pense que quand tu avances dans le temps, quand tu quittes un pays, que tu viens ici, tu n'as plus le choix. En fait, automatiquement, normalement, ton cerveau, en fait, il va vouloir comprendre un peu ce qui se passe autour de lui. Non, c'est clair, c'est clair. Et donc, on va rentrer dans la vie de jeune femme. Ok. Jeune fille, jeune femme, je dirais avant. À ce moment-là, comment toi, tu te sens? C'est-à-dire, est-ce que, je voulais te poser une question, est-ce que tu as toujours, je suppose, ce vide par rapport à ta maman? Est-ce que tu es toujours en colère? Alors... Il faut savoir que moi, j'ai dit clairement que j'ai pleuré le deuil de ma mère réellement. J'avais 18 ans. Okay. Je venais de prendre mon appartement, en fait. 18 ans? Ouais, 17 ans et demi, 18 ans. Parce que quand je suis arrivée en France, j'ai fait vite. Je voulais avoir mon bac. J'avais vraiment... Je pense que c'est le fait d'avoir été quasiment toute mon enfance à l'internat. J'avais pris de l'indépendance. Tu sais, aujourd'hui, on en parle un peu comme un terme, un peu, c'est galvanisé, c'est négatif. Mais moi, à l'époque, quand j'entendais indépendance, c'était vraiment le côté où...
tu avais ce besoin, en fait, de te retrouver avec toi-même, d'être responsable de toi-même. Il faut savoir que moi, ayant été à l'internat quasiment, ou ayant grandi dans une famille, on nous a toujours prôné ce côté... En fait, j'avais juste hâte d'être chez moi. Donc, je me rappelle quand je suis arrivée chez ma tante en France et tout, je lui ai dit, je lui ai fait un soin, j'ai dit, tata, tu sais, quand j'aurai mon bac, je vais me barrer. Je lui ai dit, je vais prendre mon appartement, je vais commencer à travailler. Et je te dis, j'ai une famille. Ma tante, elle m'a dit, écoute, si tu veux partir, Natacha, tu partiras. Moi, je serai toujours là, au cas où tu veux revenir, je pourrais t'orienter. Donc, dans ma tête, je me suis dit, le bac est égal à liberté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et nous, c'était ça le contrat. Ça veut dire, aie ton bac. Après, si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais aie ton bac. Donc, moi, quand j'ai eu mon bac, effectivement, j'ai trouvé une petite chambre de bonne. C'est vraiment dans le fameux 17e dont je te parlais, 7e étage sans ascenseur. Ah oui. On a commencé par tu devais bien rester en forme, par contre. Ah, mais il fallait me voir. J'avais des cuisses, j'avais des bras. Quand un mec, tu sais, à l'époque, et tout, quand un mec me faisait la queue, il me disait, tu fais du sport? J'ai dit que oui. je fais de la boxe, je tape les gens pour vivre. Tu vois, j'ai toujours été un peu... Toi, tu veux trop faire fuir les gens, c'est incroyable. Je sais pas, c'est quoi ton problème? Non, j'ai toujours eu ce côté, mais je rigolais. Mais bon, après, tu vois, 7e étage sans ascenseur, j'ai commencé par là, mais j'étais tellement contente d'être chez moi. Et je me rappelle, la première nuit que j'ai passée chez moi, j'ai fermé la porte. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, j'ai senti une sensation. Et là, j'ai vraiment pleuré. Je me suis dit, ah oui, là, je peux enfin me lâcher. J'avais l'impression que je rentrais enfin dans la vie active parce que j'avais trouvé une alternance. Donc, je travaillais, j'avais mon appart et tout. Je commençais à prendre des conscience de certaines choses, tu vois. Donc là, je me suis dit... Est-ce que c'est pas aussi le fait, tu sais, de t'être retrouvée seule? Oui, je pense que c'est ça. Et que moi, je dis toujours qu'en fait, tu peux pas entendre ta voix intérieure quand il y a du monde, il y a des distractions. Toi, je pense qu'à un moment donné, tu fuyais aussi cette... Non, mais je fuyais ça, clairement. Tu fuyais vraiment. Quand je me suis retrouvée seule dans mon... À l'époque, c'était quoi? C'était pas un grand appart, c'était un petit 15 mètres carrés, je crois. 12 mètres, 15 mètres carrés. Sur mon clic-clac, là, comme ça, là, avec mon petit coin de douche, machin et tout, ma petite cuisine et tout. Tu sais, je me suis assise et c'est les premiers jours parce que t'as pas encore tout. Donc, j'avais pas ma télé, donc j'avais vraiment, moi, j'appelle ça l'écho du silence. Et je me suis assise et je sais pas pourquoi j'ai tout qui est remonté. Mais je te dis, Abby, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré ma mère, j'ai pleuré certaines choses, j'ai pleuré des amis, en fait, que je perdais parce que j'étais dans une... Tu sais, je me rends compte que j'étais dans une colère malsaine, en fait. Ça veut dire que je ne savais pas demander pardon, je ne savais pas m'excuser. En fait, j'avais ce côté-là où, pour moi, j'ai perdu ma mère, en fait, je peux perdre n'importe qui. Tu vois, j'étais vraiment en mode... Donc, je m'attache à personne. Je m'attache à personne. J'étais là, ouais, mais ce que tu m'as fait m'a vexé, bah écoute, ça t'a vexé, ok, qu'on se parle plus. Et c'est les gens qui me regardaient en mode, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais là, écoute, je vais pas parler. Ouais. J'avais vraiment ce côté... Tu sais, vraiment, j'ai pleuré, j'ai prié aussi. J'ai dit à Dieu, je rentre dans une nouvelle étape de ma vie. En fait, là, je suis toute seule. Je vais commencer à travailler, je vais commencer à gagner ma vie. Je vais commencer... Donc, fortifie-moi, solidifie-moi, trouve-moi le moyen de... Il faut que je m'apaise, en fait, intérieurement, en fait, tu vois. Mais je me rappelle avoir bien pleuré et tout. Je pense aussi, tu sais, il y avait ce truc où tu aurais aimé qu'elle soit là à ce moment-là. Non, mais clairement. C'est ton premier appart, et puis quand même, tu avais fait un beau cheminement à 17-18 ans, c'est énorme. Surtout que moi, avec ma mère, j'ai la même relation avec ma fille. On causait, on parlait de ça. Je lui disais que... Parce qu'elle me disait que j'allais voyager. Elle me disait, tu vas aller en Europe, tu vas être une grande femme, tu vas voir et tout. Et moi, je vais me la péter, je vais dire que tu es ma fille et tout. Et tu vois, moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais j'aurais tellement kiffé que... Genre, elle voie que j'ai pris mon premier chez moi, quoi. Tu vois, j'avais ce côté-là où j'ai vraiment un peu senti le manque, mais bon, comme une camère bassa, capricorne et tout. J'ai vite essuyé les larmes. Je dis, vas-y, demain, je dois aller au taf, là. Tu sais pas que c'est sérieux. C'est bon, on va pas pleurer. Non, mais c'est bien, tu avais ce besoin d'extérioriser, Nato. Oui, j'ai extériorisé. Tu as trop gardé, franchement, tu te rends pas compte. Hein. Et puis, je trouve, franchement, tu étais une battante dès ton plus jeune âge. Je sais pas si tu as conscience. Parce que je crois que c'est normal, c'est ton caractère. Je sais pas si c'est quelque chose que, en fait, tu t'es forgé en toi et tu t'es dit, bah... Je suis comme ça et puis c'est tout, mais je sais pas si tu te rends compte. Après, c'est plus mes tantes. Tu vois, moi, c'est plus mes tantes, ou bien quand il y a un truc, c'est plus mes tantes et tout qui me l'ont dit sur du long terme et tout. Mais en fait, comme je te dis, je pense qu'il y a des gens comme nous, on n'a juste pas eu le choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, je me suis posée, je me suis dit, est-ce que je suis une femme forte ou alors est-ce que j'ai besoin... En fait, j'ai juste pas eu le choix. Il y a des trucs, des situations qui se sont posées à moi où j'ai dit, c'est maintenant ou rien. Après, je tiens quand même à dire que j'ai comment dire,
j'ai quand même grandi dans un environnement avant d'aller à l'internat et tout, machin et tout, parce que c'est, comme je disais, c'est ma tante qui m'a élevée parce que ma mère, elle était dans l'armée. J'étais quand même dans un environnement très, très, très... je vais dire ça comment? C'est quoi le terme adéquat? Je sais pas si je vais dire c'était riche, mais j'ai connu quand même l'opulence. Tu vois, j'étais dans une grande maison, j'avais des femmes de chambre, j'avais des ménagères. Et moi, dans ma tête, il faut te dire, à cette époque-là, je pensais que cette famille-là, c'était ma vraie famille. Parce que tu sais, en fait... J'en parle jamais, mais moi, ma mère, par exemple, tu vois, elle m'a donné à sa sœur, j'avais 3 mois. Donc, c'est ma tante qui m'élève, en fait. Et quand elle m'élève, dans ma tête, c'est elle, ma mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus tard qu'on m'apprend que ma vraie mère, c'est elle. Parce qu'il y a ce lien-là quand tu es avec ta mère. Bien sûr. Et j'avais un côté, quand ma mère, elle venait, dans ma tête, je ne savais pas que c'était ma mère. Je me disais, mais pourquoi je me sens aussi bien avec cette femme? J'étais tellement bien, mais elle ne voulait pas me le dire pour pas me traumatiser, parce que c'est mon autre tante qui m'avait élevée, tu vois. Oui. Elle donnait tout, elle me mettait au même niveau que sa fille et tout. Mais je sais pas comment t'expliquer. Il y avait un côté où... Ouais. Ça, je m'interrogeais parfois, je me disais, je sais pas, et je te jure... Les liens. Et regarde bien le truc qui est bizarre, c'est que pour beaucoup d'enfants, ça aurait été un traumatisme de se dire, oui, j'ai grandi dans un environnement où j'ai toujours cru que c'est mon vrai père, c'est ma vraie mère. Mais le jour où j'ai appris que ma tante qui venait me voir de manière avec qui j'avais cette connexion était ma mère, tu sais que ça m'a fait grave du bien. Je me suis dit, je comprends mieux. En fait, ça te confirmait ton intuition. Exactement. Je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'ai ce truc avec cette femme-là, en fait. Tu vois, j'aimais pas qu'on touche à mes cheveux. C'était la seule quand elle venait, elle pouvait me coiffer. Quand elle repartait, j'étais malheureuse. Ça. On m'avait pas dit. Tu vois, je savais pas. Et quand on m'apprend que c'est ma mère, dans ma tête, je me dis, mais je comprends. Tu vois, je comprends et tout, beaucoup de trucs. Tu vois, c'est pour ça que je te dis en fait qu'il y a des vécus comme ça où tu grandis dans un environnement, tu penses que c'est tes parents. Non, c'est pas tes parents. Imagine, ici en France, on aurait dit choc, je sais pas quoi, je te dis, trauma, machin, trauma psychologique. Après, peut-être que j'en ai eu. Mais... c'est obligé, Natou. Ça m'a traumatisé d'une certaine façon. Mais non, mais toi, je pense que ton trauma, ça a été du fait que tellement finalement, en fait, quand tu as perdu ta maman, en fait, toi, tu as traduit ça par « je peux perdre tout le monde, donc je veux juste pas qu'on m'approche ». Si tu es là, c'est bien. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ça a continué quand tu as commencé à devenir une vraie adulte, on va dire. On passe la période où tu as pleuré, etc. Ouais. Ça y est, tu commençais le deuil là, de ta maman, je pense. Ouais, je commençais le deuil de ma maman, franchement. Et alors, est-ce que ça a continué? J'ai quand même eu, j'ai une bande d'amis, on s'est rencontrés dans cette période-là. Jusqu'aujourd'hui, on est copines. Tu vois, chacune de nous est maman. L'autre vient acheter sa baraque et son mari. L'autre, en fait, on est une bande. À ce moment-là, je me suis créé mon petit crew. Tu vois, mon crew, moi j'appelle ça le loyal crew. Quand on faisait tout ensemble et c'était vraiment mes sœurs, quoi. Donc tu vois, il y a un truc qu'il faut savoir en fait, c'est que je pense que pour les personnes qui ont un peu grandi comme nous, quand je dis nous, parce que je sais que je suis pas la seule, il y a des femmes qui vont peut-être se reconnaître dans mon témoignage ou des hommes, c'est qu'en fait on a juste besoin d'être dans des cadres où on sent la loyauté. Moi ça a toujours été ça mon truc, ça veut dire que si je me retrouve dans un environnement où je peux être moi, je peux montrer mes faiblesses, je peux montrer mes... Franchement, mais tu me reconnais pas, je me lâche. Donc, ce groupe-là, c'était ça. Tu vois, c'était mes sœurs, on parlait de tout, on se disait tout, machin. Après, je dis toujours que j'étais quand même toujours sans le vouloir, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont un côté très leader. Oui. Tu vois, j'ai toujours été la tête dans le sens où, voilà, quand je marche avec mes copines, qui en est une qui est une embrouille avec une autre, viens pas quand je suis là. Parce que pour moi, parler à une de mes amies, c'est me parler à moi. Même si toi et moi, on n'a pas de soucis, tu vois. Donc, j'ai toujours été très protectrice de mon environnement, de mes gens autour de moi. Donc, je me suis créé une mini-famille. Et ce qui fait qu'en fait, non, j'ai pu ressentir forcément ce côté de tout le temps me surprotéger parce que j'avais déjà ma bande, en fait. Aussi bien garçons, filles, on avait vraiment une bande solide. Et je te dis, aujourd'hui, 20 ans plus tard, toujours là. Quand ils vont voir ce témoignage, ils vont dire, mais... toujours là, tu vois. C'est une grâce d'avoir des amis qui nous suivent de notre jeunesse à maintenant, sincèrement. Maintenant, clairement. Romy, Anna Gaël, William, Samuel, Yannick, tu vois, c'est Anthony, c'est la bande en fait. Et juste, je vais venir sur le fait que je pense qu'avant que tu aies ta fille, parce que moi, je ne t'imagine pas, en fait, même être douce avec un garçon. Tu vois, je sais pas. Oh. Non, mais attends. Oui. Ben, really? Non, mais parce que tu sais, comme tu avais ce truc très strict, ouais. Tu vois, genre, pour moi, je pense pas que tu t'en es débarrassé tout de suite. Donc, comment tu as fait pour les rencontres, etc., avec les hommes? Sachant que tu étais très stricte. Alors, c'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai fait une déconstruction mentale. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je te dis, ma bande de copines et tout, j'ai commencé, on discutait beaucoup entre nous. Tu sais, moi, il faut savoir que les garçons, j'ai commencé tard. J'ai commencé tard parce que déjà, j'avais ces a priori, beaucoup d'a priori.
Et je voulais vraiment être... je vais dire ça comment? Alors, déjà, il faut savoir que quand tu viens d'arriver du bled, moi, je considère qu'il y a des codes. Par exemple, tu sais, moi, j'ai une nana, je suis une nana, j'ai toujours été velue. Je sais, je me rasais, je m'épilais pas les jambes, les trucs comme... Non, non. Parce que quand tu viens... En fait, c'est pour les gens, ils vont te dire, pour les gens, nous qui avons grandi au Cameroun, par exemple, une femme qui a des poils, une femme velue, c'est une belle femme. Donc moi, quand j'arrive en France et qu'il faut s'épiler, des trucs comme ça, au début, et moi, je suis une rebelle de la vie. Pourquoi je m'épile moi? Moi, j'aime bien mes poils, moi. Vous parlez de quoi, toi? Pourquoi je veux m'épiler et tout? Et mes copines étaient là, ouais, mais Natou, ici, c'est comme ça. Donc, j'ai d'abord déjà eu du mal, en fait, à accepter certains codes. Que si le mec, il a quand même aimé mes poils, elle me dit, mais non, Natou, il n'a pas aimé tes poils. Je dis, mais si, il peut aimer mes poils. Donc, déjà, j'ai beaucoup eu du mal avec ça et tout. Donc, quand j'ai commencé vraiment à m'adapter à la féminité selon l'environnement où j'étais, je devais avoir 18-19 ans. Tu vois, j'ai commencé à prendre soin de moi, m'épiler, nana et tout, aller un peu à la salle de sport et tout. Et là, automatiquement, tu grandis. Tu sais, tu as des hormones aussi à l'intérieur de toi qui commencent à bouillir. Tu as des gars qui te parlent. Et puis, je savais ce que c'était. J'avais regardé plein de trucs, je m'étais renseignée et tout. Donc, non, j'ai commencé à sortir. Et puis, j'habitais toute seule, tu vois. Mais tu étais dans les études encore? Parce que je pense que tu es partie loin, toi, dans les oui, études. Oui, j'étais dans les études et tout. J'étais en alternance. Donc, que ce soit à l'école, je faisais des rencontres. Après, j'ai très vite rencontré le père de ma fille avec qui je suis restée quand même assez longtemps. Tu vois, on est restés 9-10 ans ensemble quand même. Waouh, super. Ouais. Donc, voilà quoi. Et quand tu es devenue maman à ton tour? Oh, punaise. Moi, tu vois, cette phase-là, je pense que c'est la phase, comme je dis toujours, où j'ai vraiment expérimenté que j'étais une orpheline et surtout, en fait, que ma mère a été présente. Je te jure, Ali. Quand j'étais enceinte, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je calcule, je suis tombée exactement enceinte à la même période que ma mère, l'âge. Il y avait tellement de trucs que pendant que j'étais enceinte, dis-toi à l'époque, je priais avec un homme de Dieu qui m'a dit, il faut que tu fasses très attention parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que tu te connectes à un esprit de mort. Et j'ai compris direct. Parce que j'avais perdu ma mère depuis des années, mais pendant ma grossesse, je la voyais tout le temps en rêve. Je la voyais tout le temps. Elle s'asseyait près de moi. Tu sais, je me réveillais le matin, je sentais son parfum dans la pièce. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Mais parce qu'en fait, je sais pas si c'est... Je me suis toujours dit, est-ce que c'est elle qui est revenue? Parce que ma fille, elle est hyper... Ma fille, je te jure, parfois, je me dis, hey, c'est moi ta daronne, en fait. Hein. C'est pas le contraire, tu sais. Et je te jure, c'est vraiment une période de ma vie où, et je le dis tout le temps, il y a des gens qui ont des enfants, entre parenthèses, parce que en tant que femme, il faut faire des enfants. Il y a des gens comme nous que les enfants sauvent. Bah, tu sais, la solitude là que j'avais. Tu sais, même quand tu décides de vivre et tout, machin, j'avais toujours ce truc-là. Moi, les fêtes de Noël. Il faut savoir que ma mère, c'est la seule dans la famille qui est partie. Hein. Donc, je voyais toutes mes tantes, je voyais tout le monde, mais je ne voyais pas ma mère. Donc, j'avais toujours ce côté-là. Quand ma fille est née, je ne sais pas, je vais pas dire que j'ai oublié ma mère, hein, mais je n'ai plus jamais pleuré. L'absence de ma mère, les trucs. J'ai l'impression qu'elle est venue, elle a couvert, mais vraiment, toutes mes... je ne sais pas comment t'expliquer, tous les creux, tous les manques, elle a tout recouvert d'un coup. Je suis redevenue la nana. Je pense que quand je suis devenue maman, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, il faut que je réapprenne à pardonner, il faut que je réapprenne à laisser passer les trucs. En fait, moi, elle est venue me healing. En fait, elle m'a soigné tellement de trucs que je dis toujours aux gens que, tu sais, je te disais la dernière fois, quand j'entends les débats, mères célibataires, les mamans qui ont les enfants, je dis, mais les femmes qui s'offusquent de ça, c'est parce qu'elles ne connaissent pas la valeur intrinsèque qu'il y a dans la parentalité, tu sais, le lien que tu peux créer avec ton enfant. Moi, tu m'enlèves mon enfant aujourd'hui, franchement, je sais même pas si... Tu vas pas continuer. Franchement, je sais pas. Enlève-moi un homme et tout, je vais pleurer 6 mois. Non, 6 mois, j'ai abusé. Arrête, 6 mois, c'est rien. Eh, vas-y, toi. Je vais pleurer peut-être 6 mois. Je vais pleurer 2 mois. Peut-être je vais être malade, tout ça. Je vais aller à la salle, tout ça. Tu vois, mais je sais pas comment dire, mais l'amour que tu peux avoir pour ton enfant, en tout cas pour nous qui avons eu ce genre de vécu-là. C'est quelque chose. Hein. Est-ce que tu peux dire qu'elle t'a sauvée? Mais elle m'a sauvée. Moi, ma fille m'a sauvé la vie. Mais quand je te dis sauver, c'est littéralement le terme. Ça veut dire que même dans toutes les périodes de ma vie, il y a eu des moments, des hauts et des bas, la séparation avec son papa, des trucs, même dans la vie de tous les jours, où j'ai eu des moments de ma vie où tu sais, j'ai failli me retrouver à la rue plein de fois parce que financièrement, j'avais du mal, même si j'ai toujours été une bosseuse. Je me suis mal organisée sur des trucs et j'ai fait des moments où j'avais envie de laisser tomber. J'avais juste à regarder ma fille. Je disais, même s'il faut que j'aille faire 4 boulots. Même jusqu'à présent, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs et tout, je me dis, non. Je peux pas mourir et tout, je lui laisse rien, en fait, tu vois. C'est vraiment mon leitmotiv, en fait, de tous les jours. Et comment tu as vécu le divorce? Alors, moi, la séparation, sincèrement,
Je sais pas comment t'expliquer. Déjà, il faut savoir que la relation, elle a été interrompue par moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est comme ça. Je pense que peut-être que tu le vis différemment. Mais comme je dis souvent aux femmes, les femmes ont tendance à minimiser je vais dire ça comment? L'habitude et le lien que tu crées avec une personne. Parce que je reste persuadée que même quand c'est les femmes qui quittent les relations, ça reste douloureux. Parce que je suis convaincue aussi. 8 ans, 9 ans, c'est long. Ah ouais. La même personne, tu n'es plus habituée à être toute seule. Donc moi, je pense que je l'ai vécu difficilement. Mais une fois de plus, j'ai eu l'impression de me retrouver à 18 ans dans mon appartement. Tu vois, mais cette fois-ci avec une petite fille. Donc tout de suite, en fait, je pense que tu t'es conditionné. Je pense dans tout. Mais en fait, tu vois, c'est ça le problème, en fait. Et je dis toujours que moi, j'ai ce caractère-là, en fait. C'est que je peux me sentir mal pendant 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui me parlais des garçons vont arriver. Je peux être mal pendant 2 semaines. Je peux extérioriser les choses. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui, à un moment donné, qui me pince. Là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ton ego. Je sais pas si c'est l'ego, Abby. Si, c'est ton ego. Mais j'ai un truc qui me pince à un moment donné. Hey, lève-toi. Et en fait, dès que je me lève la tête, eh bien, en fait, ça y est. Parce que ton ego ne supporte pas d'être dans le mal pour un garçon, déjà, au-delà de... C'est ça ton problème. En fait, tu t'auto-insultes, c'est sûr, dans ta tête. Toi, tu te dis, mais ça va pas, comment tu oses? Je sais pas si c'est l'ego ou c'est un côté en mode... Après, c'est bien, c'est aussi ce côté où tu dois bien avancer. Mais est-ce que tu penses que tu traites bien? Est-ce que tu penses que tu transcendes les émotions? Est-ce que tu penses que tu prends la peine de regarder sincèrement? Non, je pense que je regarde. Hein. Mais en fait, après, je sais pas. Hein. Mais parce que, comme je t'ai dit, j'ai été accompagnée par un... J'ai la chance d'avoir autour de moi deux... comment les appellent déjà mes copines là? C'est des gens qui te font des... Psychothérapeute? Psychothérapeutes, j'en ai 2 autour de moi. J'en ai qui font aussi des... c'est quand tu fermes les yeux, elles te font l'enfant intérieur et tout. J'ai une copine à moi très proche. Moi, j'ai fait plein de séances avec elle. Donc, oui, j'ai traité certaines choses et tout. Mais je pense que hormis ce côté-là, j'ai un truc dans mon cerveau qui fait que, Abby, je ne peux pas en fait rester focalisée trop longtemps sur quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Tu aimes trop la vie. En fait, je trouve que, je sais pas comment t'expliquer. Je sais, j'ai perdu ma mère. Ma mère, elle n'avait pas 40 ans. Ma mère, quand elle est morte, elle avait 38 ans, Abby. Donc, dans ma tête, je suis en mode, imagine là, je prends 6 mois de ma vie à être malheureuse. Alors que, moi, je sais pas, mais déjà l'été seulement, je suis trop... Je sais pas, je vais à la salle, je me sens bien. En fait, je pense que j'aime pas être dans des moods négatifs. C'est tout. Ouais, t'aimes avancer. Je sais pas si c'est l'ego ou quoi que ce soit, mais je sais que j'aime être joyeuse. En fait, quand je te dis l'ego, ce côté, par contre, tu te dis, je peux pas rester plus de temps pour malheureuse pour un homme. Ça, c'est l'ego. Tu penses? Ça, c'est l'ego, Natou, je te pose. Ça, c'est l'ego. Mais par contre, le fait que tu veuilles avancer, continuer, quoi qu'il arrive, ça, c'est vraiment ce côté de toi, en fait, où tu aimes la vie. Et tu pars du principe qu'il y aura toujours mieux. C'est ça. Tu pars du principe qu'il y aura toujours mieux. Mais en fait, moi, c'est ça, Abby. Tu sais pourquoi je pense ça? Parce que même les fois où j'ai été mal, je te parle pas que dans le cadre amoureux, même dans le cadre professionnel, où tu arrives, tu te donnes à fond dans un boulot, on te garde pas, mais ce que j'ai après, je regarde ce que j'avais avant, je dis, mais... en fait, il faut accepter que les choses se ferment. La ferme conviction, que tout ira bien. Voilà. Je pense qu'il faut accepter. Et je pense que ces dernières années, en grandissant, je pense que c'est la trentaine qui m'a fait ça, je pense que dans ma tête, j'ai assimilé le fait, en fait, que ce qui part n'est pas pour toi. Donc, à partir de là, libère, en fait. C'est normal que tu aies un peu de douleur, un peu de mal et tout. Mais si cette chose-là n'est plus là, c'est que le rôle qu'elle avait à jouer dans ta vie est passé. Ça pouvait être une leçon, ça pouvait te permettre de... Mais en tout cas, libère-toi de ça et puis continue à avancer. Moi, c'est juste ça, en fait. Mais est-ce que tu restes dans la rancune? Alors, moi, je ne sais pas si je vais appeler ça la rancune. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, je vais appeler ça l'ignorance. En fait, moi, c'est soit je t'aime, soit je t'ignore. Il n'y a pas de juste milieu. Je suis une femme capricorne. Parce que toi et moi, on a déjà parlé de ça. Oui, je sais. Après, je pense que, pour être honnête avec toi, je pense que ça dépend de comment s'est terminé les relations. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en temps normal, j'ai des personnes, clairement, avec qui j'ai été en relation. Aujourd'hui, on est en bon terme parce que les gens ils m'ont respecté, on s'est respecté. Tu vois ce côté-là en mode, écoute, ça ne fonctionne pas, mais on se respecte bien. Pourquoi tu veux que je t'en veuille? Mais tous ceux qui ont fait du vice, tu fais le truc genre, quand tu es dans la relation, il y a des choses que tu ne captes pas parce que tu es... Mais quand tu te poses et que tu prends du recul, tu dis... Mais est-ce que... Attention. Est-ce que quand les personnes se comportent comme ça, tu ne penses pas que c'est juste qu'il y a un manquement en eux? Est-ce que tu penses qu'ils le font exprès? Ah oui, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas Jésus de Nazareth. Moi, je dis tout ça. Je ne suis pas psychologue, c'est pas mon boulot. Parce que je pense que nous tous, on a nos bagages émotionnels, tu vois.
Mais je pense que c'est justement ça, et c'est ce que je te dis toujours à toi, c'est que toi, tu as cette part-là en toi. Où, et pourtant, je suis très empathique, très, très de base. Mais j'ai compris que mon empathie doit avoir des limites. C'est vrai. Parce que dans mon empathie, j'ai attiré des profils d'hommes. Parce qu'en fait, tu vois, tu vois la personne, en fait, qu'elle est... il y a des manquants. Mais en fait, justement, c'est ce côté-là, de se dire, ouais, en fait, il a grandi dans un environnement compliqué, c'est quelqu'un qui a machin. Et en fait, t'es quoi? Toi, t'es une psychologue? C'est parce que tu vas... Et ce que tu vas te manger après. Donc, je pense que j'ai essayé de me détacher, en fait, de ce côté. C'est pas évident tous les jours. Hein. J'ai toujours parfois un peu ce côté-là où j'ai envie de... Mais maintenant, je me fais violence. Je me dis, vas-y, non. C'est mais pas moi, mon rôle, en fait, ce que vraiment tu dégages, Natou, et c'est un truc que j'aime tellement chez toi, tu sais ce que tu veux. Oui, non, tu sais, face à un mignon, barbu, grand... Oh, toi aussi. Tatoué, il y a des fois où je perds complètement mes moyens. Tu vois la grosse voix, là, toi, tu me demandais ça et tout. Je m'amusais, j'ai écrit une scène dessus et tout, parce que là, j'ai commencé à faire VTC et tout, il n'y a pas longtemps, et je parlais de ça en live il y a quelques jours. Je disais, la dernière fois, je prends un Américain, tu sais, il monte et tout. Il dit, hello, Natasha. Et j'étais là, hello. C'est la voix, elle est devenue douce. Et c'est ce qui se passe, en fait, tu vois. On ne peut pas être sérieuse avec ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que oui, femme forte et tout, mais face à mon style, à mon... Oui, mon mais type tu sais et tout, être radical, même si c'est ton style, et que ton style ne se comporte pas comme il doit. Et ça, c'est ce que j'aime chez toi. C'est que, tac, tu coupes. Ça peut être difficile, hein, pour être honnête avec toi. Tout dépend du lien que tu as créé avec la personne. Je te l'ai dit la dernière fois, lors de notre premier truc, c'est que moi, j'observe beaucoup, mais quand je m'attache, je m'attache. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois, le détachement peut être compliqué, mais j'avoue qu'une fois que je déconnecte et tout, tout dépend de comment ça s'est passé. Mais souvent, j'ai pas envie que tu sois mon pote. On va se raconter quoi? Tu vas me dire quoi? Ouais, je t'ai vu à Paul, mais non, t'es ma pote. Mais est-ce que tu penses pas que parfois, on peut juste passer à autre chose? Oui, mais justement, passer à autre chose, c'est passer toi avec la chose. Moi, je sais pas, c'est pas ça? Natou, non, mais je suis sérieuse. De quoi? Dans le sens où, est-ce que parce que deux personnes se sont vues nues, est-ce qu'elles peuvent pas devenir... Ne commence pas à pencher ta tête. Ne commence pas à pencher ta tête. C'est dans le sens où, tu sais, je pars du principe, maintenant on est des adultes. Tu vois, on n'est plus dans notre vingtaine. Justement. On a grandi. D'accord. Ça veut dire qu'on est capable de faire la différence. On a le discernement de ça n'a pas marché. Merci beaucoup. Au revoir. Mais est-ce qu'on est obligé, quand on se croise, on peut se dire bonjour, rigoler? Je vais même pas finir. Laisse tomber, je vois ta tête déjà. J'abandonne ici. Non, après, moi, je reste convaincue que les personnes avec qui on peut garder des liens, c'est des gens avec qui on a des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Après, en vrai, moi, je pense pas que ce soit la rancune, parce que la dernière fois, je parlais de ça avec une copine à moi, je lui disais que moi, je sais qu'il y a des ex dans ma vie qui m'ont servi. Récemment, j'aime bien parler d'un en particulier qui m'a vraiment appris dans sa manière de se comporter avec moi. La patience, on appelle ça déjà le lâcher prise. Il a été tellement dans le je sais pas comment t'expliquer, dans le vice, la durceur, que ça m'a créé ce côté-là aujourd'hui où je peux être avec quelqu'un, tu m'appelles pas une journée, je vais pas péter un plomb. Alors qu'il y a quelques temps, j'étais en mode, ouais, mais pourquoi tu... En fait, j'ai déconnecté. Et je pense que les gens comme ça doivent passer dans ta vie pour t'enseigner. Mais vraiment, je le pense, tu vois. Mais, mine de rien, je reste quand même convaincue que demain, quand tu te mets avec une autre personne, t'as pas à laisser autour de toi des personnes qui ont fait partie, en fait, de ta vie à un moment donné. Qu'est-ce qu'un ex va foutre dans ma vie alors que j'ai un nouveau mec? Je vais dire quoi à mon mec? Non, si t'as quelqu'un de nouveau, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, mais quelqu'un de nouveau, t'as pas à rôder autour de moi, en fait. Je sais pas. Parce que tu sais, moi je dis toujours qu'il y a un truc qu'on veut pas accepter en tant que femme. Moi je vis bien en tant que femme, tu vois. Et puis moi je pars du principe que si un mec a été mon gars, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a connecté. Ça peut être même physique. Moi il y a des ex aujourd'hui, j'ai pas envie de me retrouver avec eux entre quatre murs. Bon, ils sont pas beaucoup, il y en a peut-être 2 ou 3. Et ils savent avancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que moi je me séparer d'un mec avec qui par exemple j'ai eu une alchimie sexuelle, excuse-moi le terme, et tout. Et je me dis on va rester amis. Ça veut dire que le jour où je suis dans ma période d'ovulation, non, tout n'est pas sérieux. Non, je suis désolée. Et que j'arrive pas à gérer ça. Mais comment tu vas pas réussir puisque c'est fini? Mais non, Babi, non. Mais justement, c'est fini. Mais on reste des humains. Donc tu vas me dire, écoute, viens, on va boire un verre en tant qu'amis. On se regarde. Non, Babi. Moi, pour moi, on coupe, on laisse. Oui, mais justement, quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'attirance. Oui, mais justement, si c'est fini. Oui. Mais pourquoi tu veux garder la personne autour de toi, en fait? Non, c'est dans le sens où, pour moi, on n'est pas censé être ennemis, tu vois. Mais on n'est pas ennemis, mais on n'est pas amis non plus. Tu vois, en fait, on n'est pas ennemis. C'est-à-dire que moi, demain, j'apprends que oui, machin. Moi, je suis même le genre de go, si j'apprends qu'un de mes ex a perdu sa mère ou un truc comme ça, je peux te faire un virement. Pour te dire qu'il n'y a vraiment pas le côté haineux. Mais c'est juste que je ne comprends pas qu'on puisse... Tu ne côtoies plus au quotidien. Non,
Non, je comprends pas qu'on puisse taper la discute comme si de rien n'était. Et je t'ai bien dit, surtout ça dépend de comment ça s'est terminé. Imagine quelqu'un, je sais pas moi, qui t'a trompé, il t'a manqué de respect, quelqu'un qui t'a peut-être atteint dans le cas émotionnel. Et puis Mais non. Natou, j'ai une question pour toi. Ouais. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu te vois? Quelle est ta mission de vie, selon toi? Jusqu'où, en fait, tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde? Alors, moi, clairement, ma mission de vie, sincèrement, je la demande encore à Dieu. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de facilité dans le cadre relationnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais, je t'ai dit, je fais VTC. À chaque fois que les gens ils montent dans ma voiture, ils me racontent leur vie. Et je me dis, mais pendant longtemps, j'ai prié. Je dis, mais parfois, c'est une grosse responsabilité, ça. Pourquoi tu m'envoies toujours des gens qui arrivent avec des trucs, il faut donner son point de vue, il faut conseiller, il faut accompagner. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, tu vois. Donc, je pense que je dois avoir une mission de vie dans ce truc-là. Je ne sais pas en quoi exactement, dans quoi. Est-ce que je vais finir Mama Pasto? Je ne sais pas. C'est possible. Je te jure, il y a des fois où je me pose la question, est-ce que je ne sais pas quelle est ma mission de vie. Je la demande encore à Dieu, mais je sais que j'ai beaucoup de facilité dans le relationnel humain, dans les échanges, dans prendre la parole, m'exprimer. Les gens, ils m'écoutent et tout. Je ne sais pas il y a une mission dans ça. Mais moi, clairement, aujourd'hui, déjà, j'aimerais être heureuse. Vraiment, quand je dis heureuse, ça veut dire être épanouie, ne pas avoir à me soucier vraiment du lendemain. Et je fais tout pour. Je dis toujours que il y a un truc qui m'effraie plus que tout au monde, c'est la pauvreté. Mais quand je le dis, les gens, ils pensent que je le dis pour rigoler et tout, mais moi, je fais partie des rares femmes, j'ai vraiment peur de finir pauvre. Tu vois, et quand je dis pauvre, c'est un ensemble, en fait. Tu ne parles pas que de l'argent. Je ne parle pas que de l'argent, c'est vraiment la nana qui, limite, va tronquer certaines valeurs pour avoir accès à certaines choses, ce qui va, tu vois, ça veut dire que je veux vraiment vivre une vie où, à la fin de ma vie, je me regarde, je me dis, punaise, en fait, j'ai vécu comme je l'aurais souhaité. J'ai pas sacrifié une certaine partie de moi pour avoir accès à certains trucs. J'ai pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ce que je me tue, en fait, même à donner à ma fille. En fait, elle me voit rimer, travailler, tout. Elle, maman, tu te reposes jamais et tout. Je dis, t'inquiète. Non, mais tu donnes aussi, je pense, le bon exemple. Tu vois, j'essaie en tout cas. Les enfants, ils reproduisent jamais ce qu'on dit, mais ce qu'on fait, sincèrement. Donc, tu lui donnes ce truc où elle a vraiment la vision de sa maman forte et je pense que c'est quelque chose quand même de bon que tu lui laisses. Après, j'aimerais pas quand même qu'elle prenne ce côté très, très fort parce que je dis toujours, en fait, que, tu sais, la problématique avec ces mots femme forte, en fait, c'est galvanisé dans le sens où on n'est pas toujours forte parce qu'on a eu le choix. Hein. Et tu vois, et le fait d'être justement dans cette situation-là, ce qui fait que parfois, en fait, ça devient limite comme une survie. Et les enfants, en le voyant, ils vont le reproduire. Mais être une femme forte, il faut se le dire, c'est épuisant. C'est très, très épuisant. Psychologiquement, mentalement, physiquement, financièrement. En fait, à aucun moment donné, ton cerveau, il est en mode... Moi, c'est très rare que mon cerveau il soit en mode pause. Jusqu'à même dans le sommeil. Ce qui fait que tu peux même développer des maladies. Récemment, je parlais avec un ami à moi qui m'a dit ça. Et... je ne vais pas rentrer dans le terme, dans certains trucs un peu plus personnels, mais tu peux même développer des maladies parce que même en dormant, ton cerveau continue à travailler. Bien sûr. Et j'avais une autre question. Est-ce que, aujourd'hui, Natou, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es fière de toi en tant que femme? Est-ce que tu te sens accomplie? Alors moi, personnellement, je suis fière de moi en tant que femme, mais vraiment, même en tant que maman, à ce niveau-là, j'ai vraiment pas de doute à ce niveau-là. Maintenant, je pense quand même que... il reste, hein, comme tout humain, des parts de moi quand même qu'il faudrait que je puisse décider d'entrouvrir et vraiment toucher. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ça viendra avec le temps. Ouais, ça... Ouais. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps et tout. Mais sinon, de manière générale, ouais, ça va. Je me sens bien, je suis épanouie, je fais ce que je... En fait, je fais ce que je souhaite, en fait. Dès que je souhaite un truc, je me donne les moyens et je finis par l'atteindre. Tu te donnes les moyens, ouais. Voilà. Donc, non, ça va. Je suis contente de moi, de mon entourage, de mon vécu actuel et tout. Après, peut-être que j'aurais peut-être souhaité, je l'ai toujours dit, hein, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Donc, j'aurais peut-être souhaité avoir 4-5 enfants aujourd'hui. Non, c'est pas fini, bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est des petits trucs comme ça, en mode, je l'ai dit la dernière fois, que je sais très bien que demain, je me mets en couple et tout, j'enchaîne, je vous fais une Rihanna, hein, tout de suite. Faut vraiment pas parler avec moi, je fais des enchaînements de grossesse. En 2 ans, j'accouche 5. Natou, franchement. Non, mais il y a ce côté-là où en mode... juste la grande famille, le truc et tout, mais je le ferai pas juste par... Tu l'auras, Natou. Par nécessité, tu vois. Mais, tu l'auras, j'ai pas de j'ai encore quelques années, là, je dois avoir encore 5 ans pour bombarder. Tu l'auras. Après... Tu l'auras. Est-ce que tu peux juste regarder cette caméra-là et si tu peux juste passer un message
aux femmes fortes comme toi, qui sont tout le temps fortes. Si tu peux juste leur faire passer un petit message. Abby. Oui. Alors, être une femme forte, hein, sincèrement, faut pas écouter tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Ça veut dire ce côté-là où on veut automatiquement assimiler la femme forte en fait à la femme caractérielle, impolie, rebelle et j'en passe et tout. Faut partir du principe que être une femme forte en fait déjà c'est une grâce. C'est une grâce beaucoup d'entre nous ne l'ont pas choisi. Elles sont devenues femmes fortes en fait par nécessité. Mais d'un autre côté, en fait, il faut vous dire que vous restez des femmes. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vous donne l'opportunité de pouvoir un peu déposer cette arme-là, faites-le. Sincèrement, ça va vous servir dans le sens où ça vous enlève un peu on va dire ça comment? De poids mental, psychologique. Merci Natou, franchement merci. Moi, tu sais très bien ce que je pense de toi. Tu es une femme qui m'inspire énormément. Tu es une femme inspirante. Et je pense que des fois, tu es un peu très dure avec toi. Mais je pense que c'est ce que tu es. Tu passes tout sous le ton de l'humour, mais je pense que tu devrais juste parfois un petit peu souffler parce que tu le mérites. Et je pense qu'il y a des fois, c'est bien que... Elle veut me faire pleurer, Non, mais je elle veux a pas loupé. Elle a loupé son... Non. Elle a loupé. Non, je ne veux pas te faire pleurer, tu le sais en plus, je le pense. Sincèrement, je le pense. Juste, tu Merci, mérites des Abby. fois de souffler, un petit peu. Et tu n'as pas besoin en fait que quelqu'un vienne t'aider à souffler. Il faut que toi aussi, tu t'imposes. Comme tu arrives à t'imposer tout le reste, le travail, etc. T'avais pas une question à me poser sur ma douceur avec les garçons? Tu as lâché. Tu as abandonné le projet. J'ai abandonné le projet. Ouais, non. Sincèrement, Non, je merci. souffle, hein, je souffle. Ça m'arrive de souffler, mais j'avoue que pas tout le temps. Non, mais je te dis, moi, c'est ce que je sens en tout Ouais, cas. ouais, Merci ouais. beaucoup, Natou, en tout cas. Je t'en prie, Abby. Merci C'est un vraiment, plaisir. c'était un plaisir pour moi. Pareil. Merci à vous aussi, merci de nous avoir suivis. Et je rajouterai juste, moi, vous savez, j'ai toujours un petit mot de la fin. Je pense qu'à un moment donné, sincèrement, être forte, c'est très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout en tant que femme, on n'a pas le choix. Là où on vit là dans ce monde, tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas forte, tu peux être sûre, franchement, que dans tous les cas, tu seras écrasée. Mais ce n'est pas une raison. Il faut souffler parce que vous le méritez. Vous ne pouvez pas être maman, avoir je ne sais combien de boulot et ne même pas souffler parce que, en fait, c'est vous d'abord. Et je sais que ce truc où vous vous dites qu'il faut absolument que je survive. Non, vis un peu. Parce que tu le mérites. Tu le mérites. Parce que justement, tu es tout H24, 7 jours sur 7, tu fais en sorte de te tenir droite. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de tout ce qu'il y a autour. Qui pense à toi, si ce n'est toi? Alors fais-le. Prends soin de toi. C'était l'émission Je suis toi. À très bientôt.